On a déjà parlé d'opéra sur cette chaîne à plusieurs reprises, mais pas vraiment d'opéra italien. Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à un monument de l'opéra italien, Tosca de Giacomo Puccini. Tout d'abord, il faut s'arrêter un peu sur l'histoire de l'opéra italien. Comme je le disais dans ma vidéo sur l'opéra, que je vous invite à voir ici, le genre est né en Italie au tout début du XVIIe siècle avec notamment Monteverdi. Dans les périodes baroques et classiques, l'opéra italien domine et les compositeurs mettent en musique des livrets en langue italienne. Par exemple, certains opéras de Mozart sont en italien et non en allemand, comme Don Giovanni ou Les Noces de Figaro. À la fin du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle, le genre prend de l'ampleur et se déploie partout en Europe. On parle alors d'opéras nationaux. L'opéra allemand est dense, expressif et met souvent en musique des histoires fantastiques et pleines de magie. L'opéra français est historique, social, théâtral et en met plein la vue au public. L'opéra russe affirme son identité et son folklore avec des sonorités populaires. Et l'opéra italien dans tout ça? Eh bien, il continue d'exister et il rivalise avec les autres écoles nationales. L'opéra italien, c'est la mélodie par excellence, les grands airs d'opéra comme on se les imagine tous. Rossini, par exemple, brille par son ingéniosité dans des œuvres à la fois légères et subtiles, tantôt parodie sociale, tantôt comédie sentimentale. Mais la fin du XIXe siècle en Italie est encore plus spectaculaire, avec notamment deux compositeurs, Verdi et Puccini. Les opéras prennent alors une force incroyable, dans la musique évidemment, avec de grands airs chantés par de grandes voix puissantes et soutenus par un grand orchestre, mais aussi dans l'histoire, souvent dramatique malgré le peu de personnages. On parle parfois de mélodrame ou de tragédie. Le texte est mis en valeur et l'opéra italien tient tête à l'emphase des œuvres allemandes de Wagner. Giacomo Puccini est né en 1858 et mort en 1924. Il compose de la musique sacrée, de la musique pour orchestre ou pour petits ensembles de musique de chambre, mais c'est surtout pour ses opéras qu'il est reconnu. Des opéras puissants, expressifs, mais surtout variés, sentimentaux comme la Bohème ou dramatiques comme Tosca. Tosca est un opéra en 3 actes. C'est le tout premier opéra du XXe siècle puisqu'il a été créé, donc joué pour la première fois, le 14 janvier 1900 à Rome, au Teatro Costanzi. Puccini met en musique une pièce de théâtre de Victorien Sardou, dont le texte a été retravaillé par Giuseppe Giacosa et Luigi Illica pour former le livret, c'est-à-dire le texte de l'opéra destiné à être chanté. Puccini a l'idée de faire de cette pièce de théâtre un opéra dès 1889, juste après l'avoir découverte, mais il met du temps à se mettre d'accord avec Victorien Sardou sur le remaniement du texte. Et il se trouve que Verdi aussi aurait beaucoup aimé en faire un opéra, même s'il n'en a eu ni le temps ni l'occasion. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Tosca. L'action se déroule à Rome au début du XIXe siècle et tourne autour de l'histoire d'amour entre Floria Tosca, une célèbre chanteuse, et son amant, le peintre Mario Cavaradossi. Un amour passionnel, fusionnel, malgré la grande jalousie de Tosca, mais un autre personnage s'immisce dans ce couple, le terrible Scarpia, chef de la police tyrannique, grand séducteur, qui aimerait bien conquérir Tosca. Au début de l'acte 1, c'est encore un autre personnage qui entre le premier sur scène, Angelotti, un ancien homme politique romain, révolutionnaire, qui avait été arrêté et emprisonné par Scarpia et qui vient de s'échapper. Il se réfugie dans l'église dans laquelle travaille Mario le peintre. Finalmente, nel terra il mio ascolto, vedi accetti di sbirra e rivolto. Celui-ci accepte sans hésiter d'aider le fugitif. Il le cache à Tosca, son amante, qui soupçonne quelque chose, souvenez-vous c'est une grande jalouse, et il l'emmène en vitesse chez lui quand la police s'approche de l'église. Malheureusement, dans la précipitation, ils ont laissé des indices derrière eux, et notamment un éventail, puisque le plan était de déguiser le prisonnier en femme pour qu'il passe inaperçu. À la vue de cette pièce à conviction,
Retrouvé au pied d'une toile, au milieu des pinceaux, Scarpia comprend que Mario Cavaradossi est mêlé à cette histoire, et il décide de monter un stratagème. Il décide de faire croire à Tosca que son amant s'est enfui avec une autre femme. Jalouse, désespérée, Tosca décide de se mettre à la recherche de son amant. Et Scarpia n'a plus qu'à la faire suivre pour découvrir où Mario a caché le prisonnier. À l'acte 2, on fait un saut dans le temps. Angelotti, le prisonnier, a bien été caché par Mario, mais celui-ci a été arrêté. Il est torturé par les hommes de Scarpia qui espèrent un aveu de sa culpabilité. Tosca, elle, a bien compris qu'il n'y a pas d'autre femme et elle essaye de protéger Mario. Mais en entendant les cris de douleur de son amant, elle cède. Pour abréger ses souffrances, elle avoue tout et révèle où est caché le prisonnier. Quand la police rattrape Angelotti, celui-ci se suicide pour éviter de retourner en prison. Mario, quant à lui, est condamné à mort. Tosca tente désespérément de le sauver et accepte de céder aux avances de Scarpia en échange de la libération de Mario. Le chef de la police suggère alors que les bourreaux fassent semblant d'exécuter le peintre. Tout le monde doit penser qu'il est mort et que Scarpia fait bien son travail, donc il s'agit de faire croire que Mario est mort et de le laisser partir discrètement avec Tosca. Mais Tosca est plus rusée. Quand l'ordre est donné et qu'elle se retrouve seule avec Scarpia, elle le poignarde, et l'acte 2 s'achève sur la mort du chef de la police. Dans l'acte 3, qui est plus court, Tosca retrouve Mario et lui explique le plan. Au coup de feu, il doit faire semblant de tomber, comme s'il était mort. Tous deux rient et chantent à l'idée de se retrouver libres, heureux, amoureux, et c'est avec légèreté et insouciance qu'ils se quittent au moment où Mario doit être exécuté. Tosca assiste à la scène et se ravit du jeu d'acteur de son amant, mais au moment où elle lui dit que la voie est libre et qu'ils peuvent partir, Mario ne se relève pas. Il a été mis à mort, pour de vrai. Évidemment, Tosca hurle de désespoir, et au moment où les hommes de Scarpia, qui viennent de retrouver le corps du chef de la police, surgissent pour l'arrêter, elle préfère la mort, elle aussi, et se jette dans le vide. Dans la pièce de théâtre d'origine, Victorien Sardou s'épanche considérablement sur le contexte historique et politique dans lequel se déroule l'action. Une Italie du tout début du XIXe siècle, en proie à des conflits militaires, dans une ambiance révolutionnaire avec une partie du peuple qui veut renverser le pouvoir en place. C'est principalement cet aspect qui a été allégé par les librettistes, et Puccini se concentre sur les sentiments des personnages principaux. Sentiments amoureux, mais aussi sentiments d'angoisse face à la menace de Scarpia et sentiment de désespoir face à la mort. Et tout dans l'histoire mène à la mort, comme si le sort de Tosca et de Mario était scellé dès le début. Un destin que rien ne peut modifier, qui induit une tension grandissante que Puccini met en évidence de plusieurs manières. Tout d'abord, cet opéra n'a pas d'ouverture, c'est-à-dire pas d'introduction de l'orchestre. Dès les premières secondes, on est plongé dans le tumulte, avec 5 notes puissantes, jouées au cuivre auquel répond tout l'orchestre. Le compositeur inscrit sur sa partition l'indication « tutta forza », c'est-à-dire « de toute force, à pleine puissance ». Ces 5 notes forment un motif qui représente Scarpia et qu'on entend dès que le personnage entre en scène. Autre élément intéressant, Puccini recrée en musique la menace et l'angoisse. On entend souvent des ostinatos, c'est-à-dire des formules mélodiques répétées en boucle, comme un signe d'agitation ou de nervosité. L'orchestre occupe une place très importante. C'est un bloc sonore puissant, presque écrasant parfois, mais toujours expressif. C'est l'orchestre et non les voix qui suggèrent les sentiments des personnages. Par exemple, dans cet extrait du dernier acte, c'est la clarinette qui exprime la tristesse de Mario, plus que le personnage lui-même. La tension s'entend également dans les voix chantées.
Les grandes envolées lyriques, les grandes mélodies typiques de l'opéra italien se font rares. Au contraire, la majorité de l'opéra consiste en des récitatifs, c'est-à-dire que les chanteurs semblent contenir leur voix avec des lignes vocales qui suivent en quelque sorte les inflexions de la voix parlée. Et quand enfin le grand air d'opéra apparaît, c'est avec splendeur et raffinement. Voilà par exemple l'air le plus connu de l'opéra, la Lamentation de Tosca. Si la voix de Tosca, ici, est touchante et poignante, elle peut aussi être beaucoup plus perçante. Le chant se transforme parfois en cri de douleur, par exemple quand Tosca entend Mario se faire torturer. En plus de l'orchestre et des chanteurs solistes, il y a aussi un chœur qui représente la foule des croyants pendant la messe. Puccini fait se superposer deux musiques, deux textes, les mots latins des prières et les répliques en italien de l'opéra. On entend aussi en fond sonore un orgue et des cloches qui résonnent. Puccini a fait un véritable travail de recherche sur la sonorité des cloches d'église à Rome pour essayer d'être le plus crédible possible dans ses scènes de prière. L'opéra de Puccini n'a pas connu une très bonne réception, avant même sa création. Dès la partition et le livret fini, l'œuvre a déjà été rejetée. D'autant plus que la création a été particulièrement mouvementée. Des rumeurs ont couru comme quoi des rivaux et ennemis de Puccini viendraient troubler le concert ou qu'une bombe allait être lâchée dans le théâtre. Finalement, malgré cette première représentation plutôt compliquée, Tosca connaît un grand succès dans le monde entier. À partir du 22 juin 2022, Tosca sera donnée à l'Opéra national de Lorraine dans une coproduction avec les opéras d'Angers, Nantes, Rennes et Toulon. À cette occasion, la metteuse en scène, Silvia Paoli, met en avant le terrible personnage de Scarpia, central selon elle aussi bien dans l'histoire que dans la musique. C'est un tortionnaire qui prend plaisir à la douleur des autres. Andrea Belli propose, en guise de décor, des échafaudages de peintres sur lesquels sont tendues des sortes de bâches qui permettent à la metteuse en scène de jouer sur la transparence. On ne voit pas vraiment ce qui se passe derrière, on le devine. Évidemment, ça permet d'accentuer le sentiment de tension qui se dégage de l'œuvre. Valeria Donata Bettella, qui crée les costumes, souligne le caractère des personnages. Par exemple, les hommes de Scarpia sont comme des ombres sans visage qui suivent leur chef et qui lui obéissent aveuglément. Silvia Paoli profite également du métier de peintre de Mario Cavaradossi pour créer des toiles vivantes. À la fin du premier acte, par exemple, elle compose un tableau digne de la peinture Renaissance avec les chanteurs et les comédiens présents sur la scène. Mais c'est surtout l'aspect angoissant de l'histoire qui ressort de cette mise en scène. Tout est au service de la tension et de la menace. Des couleurs au jeu d'ombre et de lumière, des accessoires au décor qui semblent vivants. Je ne vous en dis pas plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On parlera bientôt d'un duo de compositrices qui a marqué la musique du XXe siècle. Alors si ça vous dit, abonnez-vous!